Bon, alors, aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire une vidéo très professionnelle, avec tout le matos qu'il faut, voilà, tout bien comme il faut, et on va la faire en mode pro. Oui, oui, j'ai oublié mon micro à Nantes, et je tourne sur mon lit, voilà. À la mode étudiante quoi, on va dire ça comme ça, à la mode étudiante. Hola, les gens de YouTube. Il y a une chose assez caractéristique de l'enseignement aux beaux-arts dont j'aimerais vous parler. Une chose que les enseignants en école d'art détestent et que les étudiants doivent fuir comme la peste. Oui, je veux parler de l'illustration. Je suis sûre que tous ceux qui sont passés par une prépa pour passer le concours aux beaux-arts voient tout à fait de quoi je veux parler. Et tous ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont jamais fait de prépa beaux-arts, ou en tout cas qui n'ont jamais été aux beaux-arts, doivent se demander mais attends, Elban, c'est une école d'art, donc tu fais du dessin et du coup tu fais de l'illustration. Attends. La vérité, c'est que c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué que ça. Et ça va être assez subtil à expliquer. C'est d'ailleurs assez paradoxal, hein, parce que moi, quand j'ai passé l'entretien pour pouvoir faire la prépa, pour après faire les beaux-arts, qu'est-ce que j'avais dans mon dossier? J'avais des mangas, comme peut-être 80% des futurs étudiants en école d'art, n'est-ce pas? Alors je faisais pas que du manga, c'est d'ailleurs un peu ça qui m'a sauvé la vie, entre guillemets. Mais la majorité de ce qu'il y avait dans mon dossier, c'était ça, c'était du dessin, c'était des mangas. Et d'ailleurs, j'ai passé mon entretien avec d'autres personnes qui dessinaient bien mieux que moi, parce que très franchement, j'ai pas un dessin du tonnerre, qui dessinaient bien mieux que moi, mais qui avaient déjà un style, mais de fou quoi. Et genre tu voyais ça, tu te disais mais c'est sûr, ces personnes vont être prises. Eh ben pas du tout. Pourquoi? Parce que derrière ça, elles avaient énormément de mal à parler de leur travail. Voilà, tout ce qu'elles avaient à dire, c'est que elles aimaient dessiner. Voilà. Et que leur choix de dessin était déjà, leur style en fait était déjà tellement bien dessiné. Dessiné, oui c'est drôle. C'était un choix tellement déjà fort qu'en fait il n'y avait pas besoin d'y rajouter grand chose. Donc finalement elles n'ont pas été prises parce qu'elles avaient un potentiel, mais pour autre chose que les écoles type Beaux-Arts. Je sais qu'il y en a déjà qui ont envie de protester dans les commentaires et je vous comprends tout à fait. Mais bon, on va quand même aller chercher la petite explication. Cette intro a duré 3000 ans, allez, on y va. Avant de trop m'avancer dans le sujet de l'illustration, je vais quand même faire un petit point de définition. L'illustration, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à mon ami Larousse et mon ami Larousse m'a donné plein de définitions différentes. Enfin, plein, il y en a eu plusieurs, quoi. Une illustration, ça peut être le dessin, gravure ou peinture figurant dans un livre, donc pour illustrer un propos écrit dans un livre, tout simplement. Ce peut être des dessins ou visuels ayant déjà été ajoutés dans un livre, donc toujours pour figurer le propos. Jusque-là, Larousse m'a pas donné trop de définitions différentes. Ce peut être l'action d'illustrer. Merci Larousse pour ce point de définition. C'était très utile. Attends, si, il y en a une dernière quand même. Et c'est celle-là qui va nous intéresser. C'est peut-être le fait d'éclairer par des exemples un développement abstrait, comme en argumentation. Et oui, si je vous dis par exemple, des étudiants dessinent très peu en école d'art, dit comme ça, bon, on imagine un peu le truc, mais on comprend pas trop pourquoi. Et je vais vous citer le travail de pléthore d'artistes qui ne dessinent pas, et qui peut-être font de l'installation, de la sculpture, ou autre. Si tu veux, ça sert un peu de mise en application ou de vérification d'une hypothèse. Il y a le soleil qui se pointe dans ma chambre. En fait, je vous ai jamais dit, mais dans ce mur-là, j'ai un passage secret, voilà. Et du coup, maintenant, il est révélé, donc c'est plus drôle. Non, c'est juste qu'il est 9h du mat, qu'on est en plein hiver, et que du coup, j'ai le soleil qui passe là, à travers la vitre, et du coup, on a l'ombre, c'est tout. Bref. On passe à autre chose. Alors du coup, qu'est-ce qui pose problème avec l'illustration? Le souci, c'est que c'est un petit peu la voie de la facilité. Je vais prendre l'exemple du nuage. Quelle est la façon la plus évidente de parler à un être humain d'un nuage, sinon de dessiner un nuage? Ou d'écrire nuage. Sauf que, c'est pas la seule façon. Si vous écrivez juste nuage ou que vous dessinez un nuage pour faire comprendre à la personne à qui vous souhaitez communiquer le mot nuage que vous... Ma phrase veut rien dire, je la refais. Si tu souhaites communiquer à la personne en face de toi le mot nuage, tu n'as juste à dessiner un nuage, ou tu as juste à écrire le mot nuage. On est d'accord. Mais la personne a juste à le visionner et intuitivement, elle va tout de suite comprendre. Donc c'est pas intéressant. L'idée c'est peut-être de passer par d'autres biais pour lui faire comprendre que le biais est juste visuel. Ou alors ça peut rester visuel, mais l'idée ça va être de faire cheminer autrement dans son cerveau que c'est un nuage ce dont il s'agit. Au lieu d'emprunter un chemin direct, donc
de l'idée du nuage au dessin du nuage, on peut imaginer un sorte de slalom. Je dis ça parce que pour moi c'est un peu plus clair l'idée du slalom, mais bref, de rallonger un peu le chemin pour passer peut-être par d'autres interprétations que celles du nuage. Pour illustrer mon propos afin que vous compreniez, si à la place de mon crayon gris pour dessiner un nuage, je prends par exemple du coton. Là tout de suite ça va évoquer d'autres sens que juste la vue. Le coton, si on prend du coton hydrophile, c'est doux, tu vois, c'est blanc, c'est doux, bon... Et on a un peu plus l'idée déjà de ce que va être la texture. Et à ce moment-là, une autre dimension entre en jeu que juste celle de des petits ronds, voilà, qui ressemblent à une forme de nuage que tout le monde connaît. D'autant que le coton, c'est quelque chose qui évoque tout de suite aussi ce côté nuage. Donc on a notre coton, très bien, mais maintenant l'idée ça va pas être de trop en rajouter. Pourquoi? Parce que si tu suspends tes petits morceaux de coton en l'air comme ça au plafond, on va tout de suite comprendre qu'il s'agit d'un nuage. Et donc c'est pas rigolo. Et ça s'apparente à l'illustration. Parce que finalement, quelque part, tu es toujours dans le dessin du nuage. Et on comprend tout de suite qu'il s'agit de nuages. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont s'arracher les cheveux en regardant cette vidéo, c'est terrible. Alors c'est vrai que quelque part, ça peut demander une certaine sensibilité ou une certaine culture particulière. Mais on est tous d'accord que le simple fait de prendre du coton, il y a déjà un choix de fait et on comprend tout de suite qu'il s'agit de quelque chose de doux et qui peut s'apparenter à du nuage. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure des petits morceaux de nuages accrochés au plafond, là on le voit, il n'y a pas vraiment de suspense, il n'y a pas vraiment de recherche non plus ni corporelle ni psychologique, mentale plutôt. Alors que en revanche, si tu reprends le même espace et que tu le remplis entièrement de coton au point si tu vois, on peut marcher dedans, tu vois, comme s'il s'agissait de brouillard. Là, on va avoir de la difficulté à se mouvoir à l'intérieur et peut-être même à respirer parce que ça reste du coton. Ok, c'est doux, mais n'empêche que c'est... Comment dire ? C'est étouffant, c'est suffocant. Et là, le message que tu vas faire passer est beaucoup plus fort que le message des petits nuages disséminés un peu partout. Là, c'est tout notre corps qui va être mis en jeu dans cet espace bourré de brouillard qu'on peut sentir en plus. En fait, quelque part, dans le brouillard, il y a déjà un peu cette notion de suffocation. Quelque part, on voit pas où on va, on sait pas trop ce qu'on fait. Et là, en plus, le fait d'utiliser du coton, tu rajoutes aussi cette sensation, mais vraiment comme sensation physique. Et là, ça fait ressentir un tas de trucs, que ce soit dans le cerveau ou dans le corps. Et là, on sort vraiment de juste la simple représentation du nuage pour vraiment être dedans, être dans la sensation physique de ce nuage. Et là, ça devient intéressant. Bon, alors après, attention, c'est juste un exemple. Je te demande pas d'acheter du coton hydrophile et d'en bourrer partout chez toi, tu vois. Tu peux même tout à fait utiliser un autre matériau que celui du coton selon le message que tu veux faire passer. Et là, ce dont j'ai parlé, c'est d'une installation immersive, mais ça peut tout à fait se traduire peut-être par de la peinture, par de la vidéo, de la photo, tout est permis. Ça dépend vraiment de la technique et du médium avec lequel tu veux travailler et de ce avec quoi tu es à l'aise. Enfin, j'ai mis quand même une petite réserve vis-à-vis de ça parce que l'objectif d'une école d'art, c'est quand même de faire aussi des choses hors de ta zone de confort et des choses avec lesquelles tu n'as jamais travaillé ou avec lesquelles tu n'es pas du tout à l'aise. Mais bon, entre nous, soit dit, si je reprends l'exemple de mon nuage, si le message que tu veux faire passer à travers ça, c'est quelque chose de kinesthésique, donc vraiment dans le sens toucher, tu vas difficilement faire passer le message du toucher à travers une vidéo. C'est possible, mais ça reste un peu compliqué. Ça peut être pertinent, mais ça va pas forcément être la solution la plus pertinente. Un autre exemple qui me parle bien et qui est assez fréquent aussi en école d'art, c'est les fictions. Les histoires. Il y a plein de biais différents pour écrire une histoire. La première chose, il y a l'écriture. Et il y a plusieurs formes d'écriture. Ça peut être une écriture à base de mots, donc comme une histoire littéraire écrite, mais elle peut tout aussi bien être traduite par son ou visuellement. Donc peinture, photo, vidéo, installation, sculpture, etc. Sauf que, admettons que tu décides d'écrire ta fiction avec des mots, donc littéraire, par écrit, et que tu décides de réécrire la même chose, mais à travers une installation, les deux vont pas vraiment se compléter, ça va être la même chose. Donc il y a d'illustrations là-dedans. Si tu parles, je vais changer d'exemple, tiens, parce que le nuage c'est bon, on l'a bien traité. Mais si je parle par exemple, je sais pas, d'un fauteuil rouge et que devant toi tu as le fauteuil rouge, là on est dans l'illustration. En fait, l'écriture peut être là pour compléter ce qu'on voit visuellement ou ce qu'on entend, et inversement. Ce qu'on voit visuellement et ce qu'on entend peut tout à fait compléter les écrits déjà présents. À ce moment-là, ils deviennent indissociables et on est obligé de devoir lire l'histoire et en même temps de regarder, ou
À l'inverse, peut-être de lire et puis après de regarder pour comprendre ce qui n'est pas dit dans l'histoire ou ce qu'on ne voit pas. Alors que si c'est juste une simple réécriture de ce qui est déjà écrit, les deux sont tout à fait dissociables. On peut regarder ce qu'on voit et l'histoire elle est déjà là, donc il n'y a pas besoin de la réécrire par-dessus. Et inversement, tu l'as donc pris, si l'histoire est déjà écrite, il n'y a pas forcément besoin d'en plus de ça en rajouter des caisses visuellement. On a compris. Là où ça peut être intéressant, c'est si jamais tu choisis malgré tout de faire quelque chose de visuel en plus de ton écrit, c'est de prendre une position particulière. Si tu prends une chaise de jardin en bois à moitié écaillée, à moitié pétée, c'est pas du tout la même chose que si tu prends un fauteuil Louis XVI, tu vois. Ça peut en dire long sur le contexte et sur le milieu social de ton histoire, par exemple. Et si dans ton histoire il n'y a aucune notion de la temporalité, donc de l'échelle et de à quel moment on est dans l'histoire, tu peux tout à fait jouer sur des anachronismes. Genre le fauteuil Louis XVI à côté d'une Game Boy, par exemple. Mais malgré tout, il faut que ça reste assez percutant pour que tout le monde puisse comprendre. Enfin, tout le monde. Le public à qui tu t'adresses. Parce que tu peux parfaitement t'adresser à tout type de public, enfants, adultes, ados, quelle que soit la culture, mais c'est pas forcément le cas. Tu peux parfois faire des petits clins d'œil à une religion particulière, une culture particulière, ou à une certaine génération. Mais des fois, au moment où on le fait, et je suis entièrement d'accord, on ne se rend pas compte de tout ça. Et ce qui est génial, c'est que tu es en école d'art, donc tu as la possibilité de parler avec d'autres gens, donc que ce soit des étudiants ou des enseignants. Et c'est le meilleur, d'après moi, mais vraiment le meilleur booster de prise de recul sur son travail, de pouvoir parler avec des gens. Parce qu'en fait, tant que tu n'en parles à personne, tu as la tête dans le guidon, et tu vois pas où est-ce qu'il peut y avoir des failles, et tu n'as pas de point de vue qui peut venir compléter le tien. Et les autres peuvent voir des choses dans ton travail que toi, tu ne verrais pas. Et finalement, en parlant avec la personne, tu dis « Ah ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça ». Et si ça se trouve, le message que tu cherches à faire passer, ça fonctionne pas en fait. On le voit pas du tout. Ou en tout cas, il y a que toi qui le vois. Enfin, de façon générale, quand ça fonctionne pas, même toi, t'as des doutes. Donc bon. Et dans ce cas-là, il peut être de bon ton de laisser de côté ce que tu as déjà fait. Alors attention, je dis pas le jeter à la poubelle. C'est important pour la suite, malgré tout. Parce que ça fait partie de ton cheminement. Mais justement, d'avoir ce point de vue-là extérieur à toi, ça te permet, de dézoomer un petit peu, de regarder ce que tu as fait et de voir qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne gardes pas, parce qu'il y a toujours plus ou moins des petites choses qu'on ne garde pas. Et peut-être de transformer ces choses-là, de les changer en autre chose qui serait peut-être plus parlant pour ton interlocuteur et pour ton public, ou alors carrément de l'enlever, si c'est pas du tout le message que tu souhaites faire passer au départ. Et enlever quelque chose de son travail, c'est pas un drame, ça fait partie du jeu, c'est un peu la sélection naturelle, darwinienne. Il y a des choses qu'on garde parce qu'elles sont adaptées à notre travail et que c'est vraiment ce qu'on veut faire passer comme message, et il y en a d'autres, c'est pas le cas, donc on les enlève. Tout simplement. Et c'est la vie. J'espère avoir à peu près tout dit sur le sujet, même si je n'en suis pas sûre à 100%. N'hésite pas à me dire si tu as des petites nuances à rajouter dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et si ça peut permettre de compléter ce que je viens de dire, c'est encore mieux. Alors, petite nouveauté, tu dois t'apercevoir que je ne monétise pas mes vidéos et en fait, je ne les monétiserai jamais. Donc, si tu souhaites éventuellement me soutenir, tu as la possibilité de le faire via un lien Tipeee, lien que tu retrouveras dans la description. Parce que je fais ces vidéos à titre gratuit et je bosse pour les faire quand même. Donc bon, comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Si tu souhaites également voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.